Le problème des personnes neuroatypiques, ce n'est pas qu'elles ressentent trop, c'est qu'elles passent leur vie à essayer de devenir quelqu'un d'acceptable. Alors elles se corrigent, elles s'adaptent, elles analysent tout. Elles deviennent extrêmement lucides et profondément déconnectées d'elles-mêmes. Elles savent pourquoi elles souffrent, mais elles continuent à se trahir tous les jours. Et ça, personne ne le dit. Dans cette interview avec Yamina, on va parler de l'erreur invisible. Croire que comprendre suffit, alors que c'est précisément ce qui vous maintient bloqué. Eh bien, du coup, je me présente. Je m'appelle Yamina Sidjiala. J'étais étudiante en droit. J'ai décidé d'arrêter les études pour pouvoir être plus dans le domaine professionnel et pouvoir par la suite devenir juriste. Donc, je commence en étant assistante juridique pour pouvoir connaître le domaine juridique. Et comme neuroatypique, eh bien, je me suis pas reconnue dans les études. Pour moi, c'était bien trop théorique, bien trop flou et ennuyant, honnêtement. Du coup, bah, je me suis réorientée complètement et je passe par la voie professionnelle pour pouvoir être juriste et atteindre les objectifs que je me suis fixés. Voilà, du concret. Besoin de concret. Exactement. Et du coup, pour toi, euh, qu'est-ce que les neuroatypiques peuvent faire vraiment comme erreur? Parce que je sais que personnellement, j'ai mis beaucoup de temps à pouvoir prendre de vraies décisions et à sortir des sentiers battus parce que justement, comme je ne fais jamais les choses dans la norme, et ben c'est beaucoup plus compliqué de faire des choix concrets et de vraiment faire sortir du chemin tout tracé. Du coup, selon toi, quelles sont les erreurs que peuvent faire les neuroatypiques du coup Eh bien, je pense qu'en fait, moi, je dirais qu'il y a une grande erreur à la fois dans la manière dont on peut vivre en fait la différence. Et une autre manière, une autre erreur aussi, c'est dans la manière dont on cherche à en sortir en fait de cette différence. Je vais expliquer ça, mais en fait finalement ces deux erreurs, pour moi, elles racontent la même blessure. Donc en fait, tu l'as évoqué effectivement dans ton parcours, difficulté à faire des choix, douter d'eux-mêmes, etc. Et ça rejoint pour moi la manière en fait de vivre sa différence. En fait, souvent, on dit que les personnes neuroatypiques, elles ressentent trop, elles pensent trop, elles analysent trop. Je pense que ça doit te parler. Mais en fait, pour moi, le vrai problème n'est pas là. Le vrai problème, c'est que souvent, elles ont appris à croire que leur différence et que ce qu'elles ressentent est un problème. Et ça, en fait, c'est extrêmement violent. Parce qu'en fait, c'est pas seulement une difficulté de fonctionnement, mais en fait, c'est une remise en cause de leur droit d'exister comme elles sont. Donc, on touche vraiment à quelque chose d'identitaire. Et très tôt, souvent sans mots, souvent sans qu'on leur dise frontalement, elles intègrent en fait quelque chose, une sorte de vérité, comme je ne suis pas légitime d'exister telle que je suis. Et finalement, elle commence à se corriger. Donc ça peut aussi, tu vois, être une des explications. Je dis pas que c'est la seule, mais dans ce que tu amènes, cette problématique de faire des choix, la peur de se tromper. Et donc, on passe beaucoup de temps à se surveiller, à se lisser. Tu disais ne pas rentrer dans la norme. Mais il y a souvent au début, et toi, tu as effectivement ce courage de commencer à te reconnaître là-dedans, on a tendance à s'adapter. Des fois, à devenir moins que ce qu'on pourrait faire. Donc, quand je dis ça, c'est moins sensible, moins intense, moins dérangeant, et aussi des fois moins vrai. Paradoxalement, même si en fait on aime beaucoup l'authenticité, en fait derrière tout ça, il y a un conditionnement. En fait, un conditionnement à s'adapter pour être aimé. C'est une sorte de flou identitaire, donc tu me diras encore une fois si toi ça résonne dans ton expérience, mais une peur profonde de décevoir. Et souvent, la phrase que j'entends entre les lignes en séance, c'est je me sens pas légitime d'exister telle que je suis. Donc ça, c'est la première erreur. La deuxième erreur, c'est, je disais, la manière dont en fait ces personnes cherchent à résoudre ce qu'elles considèrent comme un problème. Et là, c'est quelque chose de beaucoup plus subtil. Parce qu'en fait, souvent, ça peut donner l'impression d'un vrai chemin de transformation. Toi, tu disais dans tes études, finalement, j'ai envie d'aller dans la voie pro, d'être dans le concret. Donc, tu as fait finalement ce choix de voir que, en fait, comprendre, être dans la théorie, en fait, ça suffit pas.
Mais il y a beaucoup de personnes qui en sont pas forcément là. Et au début, surtout du chemin, bah, elles vont beaucoup lire, elles vont écouter des podcasts, elles vont faire éventuellement des thérapies, des formations. Donc en fait, elles accumulent beaucoup de connaissances. Et elles deviennent souvent extraordinairement lucides en fait sur elles-mêmes, mais leur vie ne change pas, ou alors pas en profondeur. Alors pourquoi? Bah parce que souvent, en fait, elles utilisent l'analyse, c'est-à-dire uniquement le mental, comme une stratégie de survie. Et elles espèrent que si elles comprennent parfaitement leur fonctionnement, eh bien en fait, elles finiront par se sentir en sécurité. Alors elles finiront par changer. Mais le problème, et c'est pour ça que je trouve que c'est très intéressant ce que tu dis, c'est que c'est pas seulement intellectuel le chemin. Le chemin, on va en parler, mais il est émotionnel, il est corporel, il est relationnel, il est identitaire. Et en fait, tant qu'on est dans la tête, là, on peut éviter un petit peu élégamment l'endroit exact où la transformation devrait avoir lieu. Donc, pour répondre un peu en synthèse à cette question, c'est que l'une des grandes fausses solutions, c'est le contrôle mental à outrance. Cette idée, si je comprends mieux, je vais pouvoir tout gérer. Alors qu'en réalité, en fait, ça crée souvent encore plus de souffrance, de confusion, de surchauffe mentale et en fait d'incapacité à se sentir ce qui est juste, donc à se choisir. Je pense, après tu me dis ce que tu en penses, mais avec mon parcours et des personnes que j'ai pu rencontrer au fur et à mesure de ma route, j'ai remarqué que les neuroatypiques, justement, généralement, ils n'ont pas conscience de l'être. Et justement, ils vont juste penser que ils sont soit trop, soit que quelque chose cloche, ou Oui. que justement ils n'ont pas de capacité à pouvoir se défendre émotionnellement. Mm. Du coup, bah ils vont à outrance vouloir ressembler à la norme et à la fausse norme, Ouais. parce que même des personnes bah qui sont comment dire, qui sont neurotypiques, bah, ne correspondent pas vraiment à cette norme que l'on veut imposer. Donc, je pense que ça vient aussi de l'image que qu'on se fait de, par exemple, de la personne au travail parfaite, de l'humain parfait, Oui. alors que bah l'humain n'est pas censé l'être. On est censé avoir des émotions, on est censé aussi pouvoir les exprimer, mais Mm-hmm. aujourd'hui, à mon avis, au vu de la société aussi, ça fait que bah, les neuroatypiques sont encore plus vus comme des extraterrestres, alors que bah, c'est juste l'humain le plus humain pour moi. Tout à fait. Tout à fait. Et pour aller un peu dans les pistes, parce que je suis complètement d'accord avec ta vision, mais pourquoi en fait c'est tellement répandu? Pourquoi il y a ces conditionnements? Pour moi, une des explications, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont grandi dans des environnements qui ne parlaient pas leur langue émotionnelle. Donc en fait, on ne leur a pas appris à habiter pleinement la sensibilité. On leur a appris à gérer, à la filtrer, à la minimiser, à des fois même la suspecter. Des fois, voilà, ça paraît même, comme tu dis, extraterrestre, un peu bizarre. Et parfois même, ça peut aller jusqu'à la honte d'être en fait comme ça. Hein. C'est vraiment ce que je vois dans les accompagnements. Donc en fait, elles construisent leur vie sur 3 piliers. Le contrôle, la suradaptation et l'hyperanalyse. Donc elles deviennent très fortes pour sentir les autres. Il y a vraiment une hypervigilance. Hein. On parle de scanner humain pour anticiper, pour comprendre, pour performer. C'est intéressant aussi ce que tu dis sur cet aspect. Souvent, elles sont plus dans le faire que l'être. Donc, on leur a appris à s'ajuster. Mais en fait, ça crée un énorme décalage, c'est-à-dire qu'elles sont de plus en plus déconnectées d'elles-mêmes. Et l'idée que je rencontre le plus souvent, c'est vraiment, si je comprends, ça va se régler. Mais une autre, c'est il faut apprendre à gérer ses émotions. Et là, pour moi, il y a une injonction derrière cachée. C'est en fait, on peut nous apprendre dans l'éducation, dans voilà l'environnement familial, professionnel, etc., que il faut que l'intensité devienne acceptable. Donc, il y a beaucoup hein, de personnes qui sont dans mais l'hypersensibilité, c'est une force. Et bien sûr, je suis d'accord, en partie. Parce que quand c'est dit de manière trop générale, trop désincarnée, en fait, ça transforme rien. Quand une personne, elle est en surcharge, en confusion, en perte de repère, bah, lui dire simplement, ah, mais en fait, ton hypersensibilité est une force, bah, ça peut presque devenir une violence supplémentaire, une culpabilité. Et elle peut se dire, mais d'accord, mais alors pourquoi est-ce que moi,
en fait, je souffre autant, si c'est une force. Je sais pas si ça fait écho, s'il Oui, y a un moment où on te l'a peut-être dit. oui, complètement. Même parfois, je me sentais un peu déconnectée de l'hypersensibilité en tant que telle, parce que en plus aujourd'hui, c'est hyper commercialisé et beaucoup de choses trop générales ou fausses circulent. Du coup, je me dis, en fait, non, peut-être que j'avais tort et que c'était faux et que même là, je ne le suis pas, alors que si, parce que j'ai remarqué que même ça, on arrive un peu à le romantiser dans le sens où on va cacher tout ce qui est du coup négatif, tout ce qui est surinterprétation aussi Mm. ou mal-être parfois, et juste montrer la finalité positive alors que Oui, c'est tout un processus pour y tout arriver. à fait. Et ça, il y a vraiment un coût. J'aimerais qu'on en parle aussi parce que, en fait, il y a un Oui, impact réel de tout ça. Donc, il y a ces injonctions, il y a même cette culpabilité dans le développement personnel. Effectivement, il y a des tendances. On nous fait croire qu'on devrait être comme ci ou comme ça. Donc, euh, c'est ce paradoxe de à la fois on veut nous libérer, mais en même temps on nous enferme. Mais en fait, ça coûte parce que dans l'énergie de la personne, dans la paix intérieure, dans la confiance, justement, quand je parlais de culpabilité, ça peut atteindre effectivement la confiance, la clarté. Tu parlais de capacité à choisir, mais complètement, parce que ça crée de la confusion. Il y a aussi un coup sur le rapport au corps, sur le rapport à l'amour, sur le travail, sur la santé éventuellement aussi. Donc en fait, tout ça, ça les empêche de s'affirmer clairement. Dire non sans culpabilité, ça devient difficile. Exprimer un désaccord sans se sentir méchante, c'est difficile. Et même des fois, demander ce dont elles ont besoin, pareil, ça peut être très complexe. Et souvent, ces personnes, du coup, elles ont tendance à encaisser, à composer, à se taire, à s'adapter. Voilà, être dans la bienveillance. Mais souvent, il y a toujours un effet boomerang parce que elles peuvent vraiment exploser. Alors des fois, c'est plus tard, vraiment, parce qu'il y a une capacité de prendre sur soi que ça peut être des années plus tard, ou alors elles s'éteignent. Mais j'aimerais revenir parce que je pense qu'il y a aussi un coup dans la capacité de faire des choix. Donc tu l'as effectivement énoncé et j'aimerais un peu faire un focus dessus parce que souvent ces personnes, elles ont une intuition très fine. Donc elles sentent beaucoup de choses, mais elles n'osent pas se faire confiance. Comme je disais, il y a toutes ces peurs, cette peur de décevoir, les attentes des autres, les normes sociales, voilà, qu'est-ce que vient dire ma propre vérité. Et souvent, même dans les choix pro, là où tu en es aujourd'hui sur ton parcours, eh bien, il y a des personnes qui vont rester dans des métiers qui les vident, dans des relations qui les réduisent, dans des rythmes qui les épuisent, dans des identités qui leur ressemblent plus. Et ça les empêche vraiment d'être en relation en restant elles-mêmes. Donc elles créent du lien. Oui, c'est pas qu'elles sont complètement isolées, ça peut, mais des fois elles sont quand même en lien, mais c'est au prix d'une adaptation permanente. Donc ce que je vois surtout dans les relations, c'est des fois vraiment une fusion. Elles se fondent dans l'autre pour être aimées. Elles ont peur que poser une limite, ça casse la relation. Souvent, elles confondent aussi amour et effacement, lien et renoncement à soi. Et souvent, ça, quand on est dans cette prise de décision, de faire des choix, d'acter, en fait, souvent, du coup, c'est un mécanisme d'auto-sabotage parce que ça les empêche d'avancer. Et c'est pas qu'elles n'ont pas des élans, des idées, des projets. Parfois, il y a vraiment, comme je disais, cette lucidité, donc une vision très claire de ce qu'elles voudraient créer. Mais dès qu'il faut se montrer, choisir, décider, prendre une place, souvent elles sont rattrapées par le perfectionnisme. Donc le côté je veux tellement bien faire que du coup je fais plus rien. Des fois je procrastine, je peux me sentir imposteur, j'ai peur du regard des autres, j'ai besoin aussi d'être prête avant d'oser vivre. Et ça, dans le coup, vraiment, hein, c'est cette fatigue émotionnelle de fond. Je rencontre aussi beaucoup d'anxiété chronique généralisée, sensation de vide. J'ai parlé des relations, donc souvent déséquilibrées, une culpabilité qui est permanente, un isolement et souvent des blocages professionnels et relationnels. Parce qu'il y a vraiment cette surcharge cognitive qui est là quasiment en fait tout le temps. Donc il n'y a plus d'endroits où se ressourcer, il n'y a plus de pause en fait quasiment possible. Est-ce que ça serait pas dû au fait que, comme les hypersensibles aussi ressentent tout, ils vont minimiser ce qu'ils vont ressentir, ils vont avoir cette capacité comment dire, à rester dans des situations
où justement, comme tu l'as dit, bah ils sont pas heureux ou ils vont encaisser pour parce qu'ils ont tellement peur de partir, de s'affirmer que justement, bah ils préfèrent rester dans des endroits qui les mettent mal à l'aise ou qui leur font du mal plutôt que l'inconnu parce que justement comme ils ont tellement l'habitude de rester et de contrôler, ben ils ont cette fausse impression que bah, comme ils contrôlent, rien ne peut se passer, mais ils vont encaisser des traumas qui vont faire que bah pour sortir par la suite, ça va être encore plus dur. Et je sais que c'est ce que bah je sais ce que j'ai vécu pendant longtemps. Je pensais pas être hypersensible, je pensais juste être sensible ou trop, et que et que je devais juste encaisser ou devenir plus solide. Alors que pas du tout, c'est juste qu'il faut apprendre à se connaître, à comprendre qui on est, à comprendre ce qu'on ressent et aussi à l'accepter que que parfois une petite chose va te faire pleurer et c'est ok, on est humain et les endroits où c'est pas accepté, bah il faut partir. Tout à fait. Mais c'est tout un cheminement. Encore une fois, même si mentalement on a compris des choses, il y a besoin que ça passe par l'émotionnel. Et il y a aussi un lien avec le corps, avec notre ressenti, nos sensations, pour vraiment qu'il y ait un passage en fait à l'action. Et en fait, quand je disais un peu dans le fonctionnement, il y a tellement cette remise en question permanente où on va penser, par exemple, le soir à ce qu'on a dit dans la journée, à ce qu'on n'a pas osé dire, où il y a ces questions est-ce que j'ai blessé quelqu'un, est-ce que j'en fais assez, ou est-ce que je suis trop, pourquoi je ressens autant, pourquoi je suis pas comme les autres. Il y a vraiment des fonctionnements à la fois émotionnels et cognitifs singuliers. Et quand je dis, voilà, des fois cette procrastination, il y a tellement de charges, il y a tellement de rumination. Tiens, alors dans cette réunion, j'en ai peut-être trop dit ou j'en ai pas assez dit. On se suradapte des fois aux managers, aux collègues. Et puis après, il y a des fois ce sentiment de s'en vouloir de s'être oublié. Donc c'est pas qu'il n'y a pas de conscience ni de compréhension, mais quand tu parlais effectivement des fois de rester dans des jobs qui correspondent pas, des fois c'est compliqué d'en sortir parce que déjà dans leur job actuel, elles se sentent trop. Mais en fait, elles se sabotent à chaque fois qu'il y a une opportunité d'évolution ou de reconversion des fois. Donc, il y a des idées. Bon, ah, tiens, j'aimerais créer un projet, entrepreneuriat, reconversion, formation. Mais comme il y a tout ce bruit de fond derrière, ce manque de clarté, de structure aussi et d'estime de soi, ce sentiment de décalage, comme tu as dit, sentiment d'être peu reconnu, un peu perdu, bah, en fait, c'est pas si simple, en fait, de trouver sa place. Parce que la question, c'est comment me faire une place, en fait, sans me trahir. Et ça, c'est vraiment le questionnement de fond que je rencontre. Moi, je pense que dans ce cadre qu'on a fait un petit peu de comment la personne, elle arrive, les questions qu'elle se pose, ce qu'elle vit, etc., je pense qu'il y a tout ça derrière. C'est vrai. Et est-ce que tu as remarqué avec les personnes que tu accompagnes des schémas qui peuvent se répéter ou des des choses qui sont ressorties assez souvent ou qui peuvent expliquer un peu pourquoi il y a cette peur viscérale d'être démasqué alors qu'en soi, il n'y a pas à avoir peur et que les gens, finalement, ils ne pensent pas à nous autant qu'on pense à eux et qui ne repensent pas à nous autant que nous, on peut penser. Par exemple, je sais que parfois, et ça m'arrive encore, hein, c'est tout un chemin, où parfois je vais repenser à des situations et je vais me dire, ah punaise, là, j'espère que la personne ne l'a pas mal pris, etc. Alors que les personnes, généralement, n'y pensent même plus. Bah, ce que je te propose peut-être, je vais préciser un peu justement les personnes que j'accompagne. Ça va donner un petit peu déjà un profil, on va dire, une typologie des gens qui viennent à moi. Après, on pourra illustrer par des exemples, mais déjà, peut-être avant d'aller dans le détail, de préciser qui j'accompagne. Pour moi, j'accompagne, parce que dans la neuroatypie, il y a plusieurs types de profils. Hein, c'est pas le but aujourd'hui de les lister tous. Mais moi, je suis effectivement spécialisée dans l'accompagnement des hauts potentiels sensibles. Et l'intention que je donne, c'est transformer ce trop-plein émotionnel en puissance, vraiment pour retrouver sa place avec sens et souveraineté. On reviendra, je pense, là-dessus, sur ce concept que j'aime beaucoup. Donc, en fait, j'accompagne des profils souvent qui sont intelligents,
engagés, souvent avec un haut niveau de responsabilité professionnelle, pas toujours, mais il y a souvent ça. Donc en fait, une personne qui extérieurement semble avoir réussi. Elle sait travailler, elle sait porter, elle sait réfléchir, elle sait assumer. Elle est souvent fiable, performante, reconnue. Et c'est là où on arrive un peu à ta réponse sur mais qu'est-ce qui se passe en fait, pourquoi justement elles ne se sentent pas à leur place. En fait, ce qui se passe, c'est que intérieurement, il y a une sorte de seuil, quelque chose qui tient plus à un moment donné. Elle sent qu'elle ne peut plus continuer en fait à vivre en se suradaptant. Donc elle sent intérieurement qu'elle veut changer de vie ou au minimum en fait transformer profondément sa manière de vivre. Mais quand je creuse, ce que j'observe, c'est qu'il y a un appel qui est très profond. C'est souvent l'envie de créer quelque chose à elle. Ça peut être entreprendre, mais pas forcément. C'est pas forcément créer une entreprise. Ça peut être transmettre, ça peut être ne plus mettre toute son énergie au service d'un cadre qui ne lui ressemble pas, parce qu'en fait, elle a appris pendant des années, des années, des années à faire avec, à plus donner que s'autoriser à recevoir. Donc ça, c'est aussi une des explications justement du fonctionnement. Mais en fait, elle a peur, peur de se tromper, peur de perdre, peur de décevoir, peur d'être légitime. Parce qu'en fait, son intensité, pour elle, hein, elle ne trouve jamais sa place dans le réel. Elle a l'impression d'être incomprise, en décalage, etc. Et comme je disais, hein, dans ce profil, souvent une personne qui a déjà beaucoup cherché, qui a travaillé sur elle. Vraiment, les gens qui viennent me voir, ils ont fait souvent plusieurs thérapies, plusieurs coachings. Donc, elle a des mots, la personne, elle a de la conscience. Elle a souvent un niveau d'analyse qui est fin, mais il y a quelque chose qui manque encore. Et elle se dit, mais en fait, je comprends déjà beaucoup de choses, mais j'arrive pas à vivre simplement. Et donc, dans ces profils de personnes, bah, souvent, c'est des personnes en recherche active de transformation, un peu tiraillées là-dedans entre cette compréhension intellectuelle, cette difficulté à passer à l'action, et avec un besoin en fait d'un cadre sécurisant, structuré, pour intégrer dans le corps ce qu'elle comprend déjà dans la tête. Et dans la transformation, bah en fait finalement c'est pas simplement aller mieux, ni même en fait forcément mieux se connaître, hein. C'est en fait retrouver. Donc tout à l'heure je parlerai de souveraineté intérieure. Pour moi, la souveraineté intérieure, c'est en fait le moment où une personne, elle cesse de laisser son passé, ses blessures, ses peurs, les attentes des autres, ou même les émotions piloter sa vie à sa place. Donc tu vois, la réponse, elle est en partie là-dedans, dans l'histoire qu'on se raconte par rapport à notre vécu, ce qu'on a traversé comme événement, etc. Et là, souvent, il y a des charges, en fait, émotionnelles. Il y a encore des mémoires, il y a des choses qui sont actives. Mais l'objectif dans la transformation, c'est pas de devenir froid, c'est pas de devenir dur, ce n'est pas se contrôler davantage, hein. C'est vraiment devenir en fait capable d'habiter ce qu'on ressent, mais sans s'y dissoudre. En fait, c'est arriver à se dire, je ressens fort, mais je ne m'y perds plus. J'entends les autres, mais je ne m'abandonne plus. Je peux aimer, je peux créer, je peux travailler, je peux contribuer, mais sans me trahir. Et concrètement, comment ça se voit? Eh bien, la personne, elle arrive à poser des limites. Elle dit stop quand une situation l'éteint. Elle fait un choix qui est aligné. Elle cesse d'attendre la permission. Donc en fait, prendre sa place, ça passe par ne pas se justifier pendant 3 heures. Qu'est-ce qu'on peut perdre ce temps à expliquer le pourquoi du comment? Et en fait, on s'y perd là-dedans. C'est être dans sa justesse, c'est respecter son rythme, son fonctionnement, sa vérité. Donc en fait, c'est passer du je me subis à je me choisis. Voilà, je me gouverne en fait. Je suis mon propre axe. J'aime beaucoup cette phrase, on devrait en faire un t-shirt. Du coup, dans cet accompagnement, quel est ton rôle? Est-ce que tu es un appui? Comment tu vas arriver à cette transformation? Est-ce que tu restes du début jusqu'à la fin? Est-ce qu'il y a une fin véritable? Est-ce qu'il y a
Un palier à atteindre. Quel est ce palier concrètement? Oui, alors déjà, c'est un cheminement, ça j'insiste effectivement. Peut-être, donc, si j'entends ta question, c'est un peu ma façon de faire, C'est ça. ma méthodologie, ce qui permet justement cette transformation, hein. On est d'accord en fait là-dessus. Euh, euh, Si tu es d'accord, peut-être, avant d'en parler, peut-être d'où ça vient. Avant d'entrer dans Oui. le comment, on va y arriver, mais d'où ça vient? Parce qu'en fait, pour moi, on peut pas parler de méthode, de rôle qu'on incarne ou de comment on fait. On peut pas parler d'incarnation sans parler en fait de ce qui au départ a été des fois longuement transformé en soi. J'aimerais aussi poser là, c'est que il y a aujourd'hui des personnes qui n'arrivent pas à rayonner leur force sensible, mais c'est pas parce qu'elles manquent de volonté. C'est pas parce qu'elles sont faibles. C'est pas parce qu'elles n'ont pas assez travaillé sur elles en fait. C'est vraiment parce que souvent elles ont appris à survivre plutôt qu'à vivre en se coupant d'elles-mêmes. Et avant de dire voilà comment on fait, eh bien regardons d'où vient cette coupure, d'où vient la peur, d'où vient la suradaptation. Pourquoi il y a tellement de personnes justement sensibles, brillantes et profondes qui en arrivent à douter de leur propre légitimité. Et en fait, pourquoi j'aimerais revenir à ça? Parce qu'en fait, je l'ai vécu moi-même en fait dans mon parcours. Donc, moi, j'étais dans une vie en fait où il y avait beaucoup de choses qui tenaient extérieurement debout, mais il y avait quelque chose qui manquait à l'intérieur. Donc j'avais de la structure, de la pensée, de la compréhension. J'avais fait voilà des études scientifiques les plus dures, les plus élitistes en France. Je pouvais fonctionner, je pouvais analyser, je pouvais avancer, mais intérieurement je sentais un écart entre la vie que je menais et puis la vérité que je percevais, ce que je ressentais, ce que j'étais au plus profond de moi en fait. Donc j'étais très habitée intérieurement, mais pas encore incarnée. Voilà. Et finalement, il y a eu un déclic, c'est-à-dire pour moi, le déclic, ça a été de voir qu'on pouvait être extrêmement lucide, mais en fait, malgré tout, rester complètement fermé. Donc justement, quand je parlais de la première erreur, c'est parce que moi-même, je l'ai vécu. Hein. J'étais vraiment dans le mental, mais j'ai compris que le mental ne suffisait pas. Le nommer, en fait, c'était pas transformé. Et ça a été un choc. Vraiment parce que je me suis reconnue là-dedans. Moi, j'ai essayé plein de choses, hein. L'analyse moi-même, la compréhension, les grilles de lecture, les lectures, la quête du pourquoi. J'ai fait moi-même plusieurs thérapies classiques, donc psychologue, psychothérapie, psychiatrie, etc. Et tout ça a été précieux, hein. Je dénigre pas du tout ce qu'elles ont pu m'apporter, mais en fait, à elles seules, pour moi, elles m'ont pas libérée de ce qui était dans mes blessures profondes fondamentales, en fait, la blessure de rejet que je portais. Elles n'ont pas réparé en fait le lien de moi à moi. Elles n'ont pas réappris en fait à mon corps la sécurité. Elles ne m'ont pas redonné en fait la permission intérieure de vivre et non de survivre. Et donc il y a eu vraiment un moment précis où j'ai compris tout ça. Parce que pour moi, le véritable nœud, c'était pas tant mon histoire ou mes ressentis, mais ma façon d'exister avec eux. Donc, le jour où j'ai compris que l'enjeu, il n'était pas de devenir quelqu'un d'autre, mais plutôt de cesser d'avoir une distance avec moi-même, bah, il y a quelque chose qui a basculé. J'ai compris que il suffisait pas de corriger, mais plutôt de réintégrer. Je m'étais tellement coupée en fait de moi-même, donc c'est là où en fait j'ai démarré des approches qui étaient beaucoup plus holistiques, corporelles, en passant par l'énergétique, voilà, la connexion à moi profond. Et c'est là que j'ai commencé à sentir une différence. J'étais plus dans une éponge émotionnelle qui subissait la vie. Je redevenais actrice avec une autre lecture des choses, une connexion finalement à quelque chose qui était plus sage, plus invisible en fait de ce monde plus spirituel. Mais c'est ça qui m'a permis en fait de poser un autre regard sur ce qui joue dans la pièce de théâtre un peu de ce monde-là. Et donc, pour répondre à ta question, comment j'ai transformé cette prise de conscience un peu en méthode? Ben, en fait, en construisant une approche qui ne se contente pas de faire parler la tête, c'est pour moi, dans mon rôle, par rapport à la personne, je relie la compréhension, l'émotion, le corps, l'identité, les valeurs, la sécurité intérieure et vraiment cette capacité d'action. Là où je démarre et où ça s'arrête, c'est en fonction des objectifs de la personne, bien sûr, de son rythme aussi, mais c'est une approche qui aide en fait la personne à distinguer ce qu'elle est, ce qu'elle a appris à être, donc tous ses conditionnements, les croyances limitantes, etc., ce qu'elle a dû développer pour survivre, hein, toutes ces stratégies, même dans les comportements, et
ce qu'elle peut maintenant choisir d'incarner. Donc en fait, cette prise de conscience, pour ça que je voulais quand même en parler. On pourra développer davantage la méthode, mais il y a toujours eu cette boussole intérieure, c'est-à-dire une vraie transformation, elle se mesure pas au nombre de prises de conscience, mais pour moi plutôt au degré de vérité que la personne, elle peut vivre sans se trahir. Je suis complètement d'accord, j'ai rien à rajouter dessus. Et j'aimerais du coup savoir t'es arrivé à rencontrer la question du neuroatypisme. Est-ce que c'était par rapport à ton expérience personnelle où tu t'es dit que tu faisais partie de cette catégorie neuroatypique et du coup ça t'a orienté instinctivement vers la question neuroatypique ou est-ce que c'est venu avec au fur et à mesure de ton parcours ou comment t'es arrivé au neuroatypisme Eh justement? bien, je pense que mon chemin, il a démarré, il a commencé bien avant que je mette des mots professionnels en fait dessus. Donc pour moi, il y a vraiment une crise identitaire très forte à l'âge de 19 ans. Et quand je dis crise identitaire, c'est pas juste un moment de doute, hein. C'était vraiment beaucoup plus profond, plus existentiel, plus brut, comme si finalement quelque chose en moi s'effondrait. Donc j'étais déjà quelqu'un de très sensible, très intense, très habité, avec beaucoup de profondeur, beaucoup de questions existentielles, une forme de lucidité sur la vie, mais je ne savais pas comment habiter cela. Je ne savais pas en fait comment vivre avec ce que je percevais et je savais pas en fait comment faire de cette intensité autre chose qu'un poids. Et il y avait donc aussi ce sentiment très fort de décalage, l'impression de voir beaucoup de choses, de ressentir beaucoup, de comprendre beaucoup, mais en fait de pas avoir naturellement ma place dans le monde qui se présentait. Cette période, elle a été douloureuse, hein, très douloureuse, mais elle a aussi été fondatrice. Parce qu'en fait, elle m'a confrontée très tôt à des questions que beaucoup de personnes en fait que j'accompagne se posent aujourd'hui. Donc qui je suis, au-delà de ce que je fais, où est ma place, comment vivre sans me couper de ma sensibilité, comment faire de cette intensité autre chose qu'un fardeau. Donc comme je disais, après mon parcours, il m'a amené vers un univers très structuré, très scientifique, très rationnel. J'ai beaucoup développé l'analyse, la compréhension, la rigueur. Et puis, à un moment pour moi, il est devenu évident qu'on pouvait comprendre énormément sans pour autant se transformer. Et donc, c'est là que dans ma vie, le coaching, des approches plus intégratives que j'ai mentionnées avant, émotionnelles, symboliques, corporelles, ont pris vraiment toute leur place. Et dans ma pratique, j'ai vraiment vu encore revenir et revenir des profils d'une grande intensité, très lucides. Et en fait, c'est comme ça que la question du neuroatypisme s'est imposée dans ma pratique, non pas par une étiquette à coller, mais comme une réalité de fonctionnement, plutôt à honorer et vraiment à distinguer en fait de l'histoire, des blessures, des adaptations. Donc moi finalement j'ai posé le mot dessus d'hypersensibilité relativement tardivement, puisque j'ai démarré maintenant ce parcours de recherche sur moi il y a plus de 25 ans. Et j'ai posé ce mot-là pour ma part en 2018, de façon assez étonnante, puisqu'en fait c'est une amie qui m'a conviée à une conférence sur le sujet. En plus j'étais malade ce jour-là, je me suis dit non, je vais pas y aller, j'ai pas envie. Et en fait il y a eu énormément d'échos. Donc j'avais déjà créé mon entreprise sur la libération émotionnelle, etc. Mais j'avais pas forcément mis ce mot à ce niveau-là. Et je dis pas que c'est arrivé à la fin du chemin, parce que le chemin, pour revenir aussi à ce que tu demandais tout à l'heure, on peut toujours aller de mieux en mieux, on peut toujours avoir un autre niveau de lecture et d'autres prises de conscience. Donc voilà, il y a pas de fin, mais j'avais déjà effectivement bien cheminé, je m'étais déjà effectivement fait accompagner. Il y a eu toute cette réflexion de parcours jusqu'à justement devenir moi-même accompagnatrice. Donc voilà, c'est un petit peu ce qui s'est passé pour moi avec cette rencontre du neuroatypisme. Et selon toi, enfin, qu'est-ce qui te touche dans l'accompagnement des personnes neuroatypiques? Qu'est-ce qui se distingue des personnes qui sont neurotypiques ou dis-moi, décris-moi la personne que tu aides vraiment. Eh bien, alors déjà, ce qui me touche, c'est souvent, ça arrive par une souffrance qui est silencieuse, mais c'est chez des personnes magnifiques qui se vivent comme un problème.
Donc c'est ce qu'on a vu sur l'erreur souvent qu'on commet au début. Des personnes qui ont une richesse intérieure qui est immense, une profondeur de perception, une capacité de lien aussi. Il y a cette intelligence émotionnelle, il y a une sensibilité à la beauté, à l'injustice, à l'authenticité. Et pourtant, souvent, elles doutent profondément d'elles-mêmes. Et c'est ce contraste, en fait, qui me bouleverse parce que voir autant de lumière vécue comme un excès, autant de finesse comme un handicap, j'ai vraiment des fois ce mot-là, je me sens handicapée, je me sens pas normale, je me sens complètement isolée, et voir autant d'intensité vécue en fait comme une faute, eh bien en fait c'est quelque chose qui me touche profondément. Donc les personnes que j'aide, c'est des personnes effectivement qui pensent beaucoup, qui ressentent beaucoup, qui captent beaucoup, qui voient des fois ce que les autres ne voient pas. Elles peuvent percevoir vraiment les subtilités, les ambiances, les incohérences aussi, les non-dits, les tensions, les décalages. Et souvent, ces personnes, elles aspirent à quelque chose de vrai, de profond, de comme tu l'évoques toi-même. Souvent, elles ont grandi dans un monde qui valorise la norme, la rapidité, la performance. On va dire plus, peut-être moins d'authenticité. Il y a un certain conformisme, voilà, émotionnel qui est attendu. Et donc, elle s'est adaptée. Cette personne que j'aide, c'est souvent fatiguée elle-même à force de tenir. Et il y a souvent cette oscillation que j'observe aussi dans les profils que j'accompagne entre il y a un engagement intense dans sa quête de transformation et puis il y a vraiment des phases de doute, de retrait, d'épuisement. Donc c'est quelque chose qui est pas linéaire, il y a des oscillations. Quand je disais tout à l'heure, elle lit, elle cherche, elle comprend. Mais souvent, à un moment, ça s'essouffle, ça retombe. Parce qu'il y a juste une petite bascule qui manque sur comment traduire en fait ça en stabilité. Il y a cette peur d'être trop aussi, vraiment que je rencontre, besoin de profondeur, de sens, mais aussi besoin d'un cadre qui n'est pas jugeant, qui permette en fait cette transformation concrète dont je parlais quoi finalement. Et selon toi, pourquoi les personnes qui sont avec ce degré de compréhension finalement peuvent douter autant d'elles alors qu'au final, pourquoi elles ont autant besoin de validation pour pouvoir vraiment ressentir les choses ou pour pouvoir vraiment se dire ok là ce que je ressens ou ce que j'ai perçu est vrai. Pourquoi absolument vouloir cette validation extérieure pour pouvoir valider ce qu'on ressent à l'intérieur justement. Selon toi, dans les personnes que tu peux accompagner, pourquoi ce mécanisme-là? Je pense que là, il y a effectivement beaucoup de questions autour de l'estime de soi, de la confiance en soi, de l'amour de soi, en fait, quelque part. Souvent, comme je l'expliquais, pour moi, on est aujourd'hui ce qu'on est par rapport aux expériences qu'on a vécues, mais c'est pas tant les expériences qui nous définissent que l'histoire qu'on se raconte par rapport à ces expériences. Même la notion de trauma, en fait, c'est qu'est-ce que je fais de cette charge, de ce choc émotionnel que j'ai pu ressentir à un moment, dont je suis consciente ou pas. Des fois, il y a des choses qui sont inconscientes. Donc pour moi, il y a vraiment dans l'histoire déjà. Comme je disais tout à l'heure, une des pistes, c'est on a grandi en se sentant à côté. L'estime de soi, elle se construit pas seulement en fait en disant des choses positives sur soi, elle se reconstruit dans les actes. Et quand en fait déjà on respecte pas ses limites, ses besoins, ses intuitions, son rythme, quelqu'un qui a grandi finalement en se sentant à côté, eh bien, il a besoin en fait de vivre des expériences répétées où il va se choisir, sans s'abandonner ensuite à la culpabilité. Ensuite, pour aller peut-être plus en détail, il y a toutes ces blessures d'histoire de vie. Donc, moi, j'évoquais dans mon histoire, par exemple, la perception du rejet, mais il y a d'autres blessures fondamentales que justement, je vais aller revisiter, en tout cas, mettre le doigt avec ces personnes pour comprendre effectivement l'origine de ce doute. Donc ça, c'est lié, je dirais, voilà, à l'expérience de vie. Maintenant, il y a aussi un doute qui peut exister par rapport à son propre fonctionnement. Quand on a ces intuitions, quand on a ces choses qui nous traversent, qu'on comprend pas forcément, ces fulgurances des fois, cette impression de non, mais là, je sens que peut-être ce projet, cette idée va pas marcher.
C'est soi-même pour soi difficile en fait à expliquer parce que rationnellement, si on cherche justement à tout comprendre, tout contrôler, tout maîtriser, ben en fait c'est là où on peut se perdre. Et en fait c'est justement donc apprendre à se réapproprier aussi ce côté qui est plus intuitif, qui est plus spontané, qui peut nous donner des informations. Mais on a besoin d'un mode d'emploi. Et soi-même, quand on est face à soi, on se dit, mais elle est où cette justesse? Est-ce que je me prends pas justement la grosse tête? Est-ce que je vais pas me dire, mais j'ai la vérité absolue et j'ai raison et tout le monde a tort? Donc en fait, cette part de doute, elle est saine à l'intérieur de nous, mais il y a besoin de grilles de lecture, d'avoir aussi ce miroir extérieur. Donc dans l'accompagnement, bah, le rôle des coachs, des thérapeutes, des accompagnants, c'est ça, c'est d'être le miroir en fait. Parce que la personne, elle a tout à l'intérieur, mais comment elle y va? Par quel chemin? En fait, on peut être qui on est indépendamment des autres, mais les autres nous permettent d'avoir accès à des parties de nous qu'on ne voit pas encore. Si on sait lire l'expérience, et c'est là où justement je vais avec les personnes, hein, à leur apprendre à décoder ce qui se passe dans la relation à l'autre, en fait, dans leur perception. Donc voilà, je ne sais pas si je réponds à ta question, mais je dirais il y a plusieurs pistes. Il y a ce fonctionnement-là avec ce neuroatypisme, effectivement, et toutes ces particularités. Donc il y a ça, mais il y a aussi notre histoire de vie, ce qui s'est passé dans nos relations, dans notre enfance, même dans notre adolescence, etc. Ce qui fait qu'on est la personne qui on est aujourd'hui. Et selon toi, quels sont les besoins spécifiques que tu peux observer le plus souvent? Qu'est-ce qu'ils ont besoin spécifiquement pour pouvoir évoluer? Eh bien, moi je dirais il y a plusieurs choses. Comme je disais, il y a à la fois ce besoin de se retrouver, de se reconnecter à soi. Souvent la boussole, elle est complètement déréglée. Pourquoi? Parce qu'en fait, on s'est éloigné de soi. Donc il y a vraiment déjà ça. La première chose, c'est des outils de connaissance de soi. Revenir à qui on est vraiment. Et déjà ça, en fait, c'est pas rajouter des choses, c'est plutôt des fois déconstruire des croyances limitantes, revisiter, faire le tri. Tiens, ça m'appartient, ça m'appartient pas. Donc voilà, il y a ce genre de besoin. Il y a ce besoin aussi de se sécuriser, de revenir à son axe, c'est-à-dire justement, tu parlais de prise de décision, mais comment on peut prendre une décision si déjà à l'intérieur de soi, on se sent totalement en insécurité, quand on se sent complètement bouleversé. En plus, on est dans un contexte aujourd'hui particulièrement instable. Donc, quand on est un petit peu comme une girouette où à chaque mouvement, soit du contexte même mondial, politique, mais même relationnel, à chaque fois qu'il se passe quelque chose au niveau des proches, que ça vient me toucher, mais tellement toucher que je sens submergée, j'arrive plus à faire la différence entre moi et l'autre, eh bien forcément, c'est difficile d'y voir clair. Il y a à la fois un besoin de clarification de son fonctionnement parce que même s'il y a des grandes caractéristiques, chacun a ses singularités propres dans son hypersensibilité. Donc c'est ça qu'on va aller creuser. On va aussi avoir dans les besoins de la clarté justement sur les déclencheurs. Pourquoi je fonctionne comme ça? Donc c'est toutes tes questions où on va aller voir vraiment spécifiquement dans le parcours des personnes ce qui s'est passé. Et puis il y a besoin ensuite de libération, c'est-à-dire une fois qu'on voit clair, une fois qu'on a des outils, comment je peux réguler mes émotions. Comment je peux justement me dire, me choisir, comment je peux exister sans me faire violence. Donc il y a vraiment aussi cette ouverture ensuite vers le futur. Hein. Donc moi je travaille vraiment sur le passé, le présent et l'avenir, sur les 3 axes, parce qu'on a aussi besoin d'avoir une vision sur une fois que j'ai renforcé ma légitimité, que je sens que j'ai davantage le droit d'être moi-même, ok, vers quoi je vais en fait? Maintenant, qu'est-ce que je fais de tout ça? C'est comme si on a porté des manteaux pendant des années, et puis à un moment donné, on les enlève, on enlève justement les filtres entre nous et le monde, ce qu'on se raconte, etc. À un moment donné, on se retrouve à poil, on se dit bon, qu'est-ce qu'on met maintenant comme vêtements? Donc il y a aussi ça. Est-ce que tu as pu observer des mécanismes ou des choses que des personnes que tu vas accompagner qui ont essayé de faire mais qui n'a pas fonctionné et qu'est-ce que tu peux est-ce que tu vas leur apporter des solutions ou des méthodes pour pouvoir être mieux au fur et à mesure en fonction de la personne ou est-ce que tu as des choses
préfaites? Comment tu vas mettre ça en place? Ouais, donc il y a la question un peu de ce que la personne a essayé, ce qui n'a pas fonctionné, et ensuite comment on personnalise l'accompagnement. Donc souvent, dans ce qu'elle a déjà essayé, je disais souvent, la principale chose, c'est d'essayer de se contrôler, de se raisonner, de relativiser, de se couper des fois de ses ressentis. Hein. J'ai des personnes aussi, oublions pas que des hypersensibles, il y en a qui peuvent être complètement submergés par les émotions. Mais d'autres, au contraire, c'est une autre stratégie de survie. Je me suis coupée. Donc ça, c'est aussi des choses souvent les personnes ont essayé. Donc là, le but, ça va être de les ramener à ça pour que l'émotion soit pas vue comme quelque chose qu'on ne peut pas du tout vivre hein, avec sérénité, mais au contraire se rassurer. Des fois, elles ont essayé de s'isoler, elles ont essayé de comprendre davantage, de se conformer, hein, des fois de devenir plus simple. Je rencontre aussi des gens qui ont longtemps essayé de faire tout seul. Et ça, c'est vraiment finalement les fausses solutions habituelles. Hein. Donc le contrôle mental, l'isolement, le masque du caméléon, la recherche de validation externe, mais sans avoir cette prise de recul intérieur. Ça peut être la fuite ou une gestion excessive des émotions. Comme je disais, souvent, quand elles viennent me voir, elles ont essayé plein de choses, et notamment des thérapies classiques, donc qui passent uniquement par la parole, par le mental. Et là, la personne, bah, je dirais, pour aller peut-être dans le détail, souvent, elle se raconte beaucoup de choses. Il y a des mensonges. Pour moi, c'est un peu des mensonges qu'elle se raconte. Peut-être que voilà, j'aimerais la démonter. Déjà, tout à l'heure, j'évoquais le fait que il y a des gens qui croient qu'il faut tout faire seul. Ça vient des fois de leur histoire. Hein. Des fois, vraiment, il y a un conditionnement aussi d'avoir été peut-être un enfant qui a eu beaucoup de responsabilités, une grande maturité dès le plus jeune âge. Des fois, des rôles inversés hein, parent-enfant, ça peut aussi se voir dans les schémas. Mais souvent, du coup, elle croit qu'elle est la seule à pouvoir comprendre, à se comprendre. Et il y a vraiment cette hyper-autonomie, hein, c'est-à-dire des personnes qui ont appris à pas trop demander, à pas trop déranger, à tenir, à comprendre seules. Et souvent, en apparence, hein, ça donne des personnes fortes, lucides, responsables. Mais en profondeur, bah, cette autonomie, elle est souvent stratégie de protection. En fait, comme si dépendre, s'appuyer ou se laisser rejoindre en fait à certains endroits, c'était devenu dangereux. Or, là aussi, donc dans cette croyance, j'aimerais dire que bah il y a des zones en fait auxquelles on ne descend pas seul. Justement, pas parce qu'on n'est pas assez consciente ou qu'on n'a pas des capacités d'introspection, mais parce qu'en fait, on est à la fois juge et partie, et on est à la fois en protection et prisonnier en fait de ses propres mécanismes. Donc c'est là en fait que mon accompagnement il fait la différence parce que je vais dans la profondeur que beaucoup en fait n'ont jamais encore rencontré. Non pas pour les rendre dépendants, mais en fait pour leur permettre d'accéder à des couches d'eux-mêmes qui peuvent pas traverser uniquement par la volonté, la réflexion ou l'auto-analyse. Donc il y en a beaucoup qui sont dans cette phase de je dois encore me réparer, je dois encore avancer avant de me faire accompagner, ou des fois c'est même de vivre. Hein. Je dois encore voilà me réparer avant vraiment de me choisir. Quand j'aurai compris si, quand je serai forte, quand je serai moins sensible. Mais non, mais justement parce que c'est ça. En réalité, hein, c'est vraiment on reporte la vie au nom d'un futur où on se sentirait enfin acceptable. Donc il y a ça. Après, il y a quand même par rapport à la personnalisation de l'accompagnement, il y a des fois des moments où je peux sentir que la personne elle est prête à travailler. C'est quand elle a plus seulement envie finalement de comprendre, mais qu'elle est prête à se rencontrer. Quand elle commence à sentir qu'elle ne peut plus continuer en fait à se fuir, à être sous couvert de lucidité, en fait, d'être dans une fuite d'elle-même. Et quand elle accepte l'idée en fait que le chemin passera peut-être par plus de vérité que de maîtrise ou de contrôle, hein, plus de présence que de performance, et surtout quand la personne elle n'est pas en recherche en fait de solutions magiques, mais qu'elle souhaite en fait faire un bout de chemin avec moi. Et donc vraiment, il y a déjà ce choix de je me donne en fait une fenêtre de respiration avec moi-même quoi. Et là-dessus, donc après c'est vraiment personnalisé parce que déjà il y a une première rencontre.
Ça Mhm. permet de voir s'il y a quelque chose qui se passe. Donc, c'est un espace où la personne, elle peut déposer là où elle en est, ce qu'elle traverse, ce qu'elle comprend déjà, et surtout, en fait, ce qui bouge pas malgré tout ce qu'elle a déjà fait. Donc, c'est un moment de clarté, de discernement, pour elle comme pour moi. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que je suis la bonne personne? Est-ce que le cadre que je propose correspond vraiment à ce dont elle a besoin? Et à partir de ça, si ça résonne, l'accompagnement peut prendre différentes formes suivant l'endroit où elle se situe. Donc il y en a qui vont rentrer dans un travail très personnel pour se retrouver, se réaligner, sortir de la suradaptation, mieux vivre cette hypersensibilité. Il y en a d'autres qui arrivent avec des questions plus professionnelles, c'est-à-dire une envie de transition, de reconversion, de création. Ça peut aller vers un accompagnement justement professionnel, type bilan de compétences ou encore plus personnalisé qui vont intégrer en fait la dimension identitaire. Ou bien il y a aussi des espaces collectifs que je crée quand la personne elle a besoin pas forcément de travailler en individuel, mais de se sentir peut-être moins seule, de mettre des mots, de se retrouver dans une énergie de groupe, mais dans un cadre qui est soutenant. Donc pour personnaliser l'accompagnement, c'est je cherche toujours à voir où la personne elle se coupe d'elle-même, qu'est-ce qu'elle protège, qu'est-ce qu'elle n'ose pas choisir. Et à partir de là, en fait, on travaille. Mais je propose jamais des accompagnements standardisés. Je viens rencontrer la personne où elle est, dans son niveau de conscience, dans ses protections, dans son histoire, dans son rythme aussi. Et on va travailler à partir de ça pour l'amener vraiment progressivement à se réapproprier ses ressentis, à poser des actes alignés, puis à retrouver cette fameuse souveraineté dont je parlais en fait tout à l'heure. Et quand les personnes que tu accompagnes essaient de résoudre que ce soit leur peur, leur blocage ou autre, est-ce que ils se heurtent souvent à des croyances qui vont venir les bloquer, qui vont venir empêcher cette évolution par un mécanisme de défense ou autre? Et j'aimerais qu'on déconstruise du coup ces principales-là. Quelle est la croyance que tu as pu observer la plus répandue sur les solutions possibles dans ton domaine? Il y a plusieurs niveaux, je dirais. Il y a des croyances sur déjà la méthode, l'approche justement. Donc, la première, on en a déjà pas mal parlé, c'est-à-dire si je comprends mieux, je vais pouvoir changer. Ça, c'est vraiment l'illusion de l'analyse un peu salvatrice. Donc, ça veut dire si je trouve le bon livre, la bonne grille, le bon déclic, la bonne explication, bah, ça va me permettre de sortir de mon mal-être. Mais souvent, comme je disais, c'est pas la compréhension qui manque. C'est vraiment un passage de la tête au corps, du savoir à l'intégration, de la conscience à l'incarnation. Donc souvent, l'exemple que je donne, c'est des personnes qui sont capables d'expliquer avec une clarté impressionnante leurs blessures, leurs patterns, leur attachement, le système nerveux, leur fonctionnement atypique, etc. Mais pourtant, elles arrivent toujours pas à poser, par exemple, même un non simple, à faire un choix clair, à sortir d'une situation qui ne le correspond pas. Et ça ne veut pas dire que comprendre ne sert à rien. Ça veut dire que comprendre est une porte, mais pas une maison, pas quelque chose qui va permettre de construire. Ensuite, il y a alors peut-être une autre croyance sur des capacités internes, c'est-à-dire sur ce que les gens se disent sur eux-mêmes. Souvent, les gens, ils se disent « Ah, mais je suis trop comme ça, je peux pas changer. Je suis pas capable. Je ne suis pas faite pour ça. Je suis trop sensible pour entreprendre. Je suis trop compliquée pour aimer autrement. J'ai pas la bonne structure. » Donc, il y a beaucoup de croyances qui, en fait, ne parlent pas de leur nature profonde, mais elles parlent plutôt de ce qui s'est construit autour de cette nature quand elle n'est pas été suffisamment accueillie. Et après, il y a d'autres obstacles, alors qui sont peut-être plus externes, enfin en tout cas externalisés. Donc c'est des excuses un peu les plus fréquentes. C'est on entend souvent, enfin moi j'entends, ah mais ma situation moi c'est différent. Ou alors non j'ai pas le temps, j'ai pas les moyens, mon métier est trop prenant, mon entourage il comprendrait pas. Alors, je dis pas qu'il n'y a pas des contraintes qui sont réelles. Attention, souvent dans cet entretien, enfin le premier entretien, je vais creuser parce que derrière cet obstacle qui semble externe, il y a souvent une peur en fait qui est plus profonde. Par exemple, tu l'évoquais un petit peu au début, c'est-à-dire on préfère ce qui est connu, même si c'est inconfortable,
on connaît, ça nous rassure, c'est notre zone de confort. Donc, on a peur de perdre un équilibre qui est fragile, qui est peut-être pas vraiment un équilibre justement, mais qui nous semble quand même être dans notre zone de confort. Ça peut être une peur de décevoir, ça peut être une peur de faire bouger quelque chose d'identitaire, ce qu'on se raconte de soi justement, une peur de devenir visible, et c'est aussi des fois une peur de ne pas pouvoir revenir en arrière. Donc c'est le courage d'être soi aussi à un moment donné. Donc je pense que voilà, derrière ça, il y a ces croyances, il y a ces trois niveaux un peu de croyances que je rencontre. Et comment tu vas faire pour pouvoir utiliser ces croyances et les déconstruire justement pour pouvoir les aider à passer outre et aller au-delà de ces croyances? Eh bien, je pense que ce qui rend mon approche différente, en fait, c'est que je cherche pas à adapter la personne au monde. Justement, je travaille pas pour qu'elle devienne plus performante dans un cadre qui l'habite. En fait, je travaille avec elle pour qu'elle retrouve son centre, à partir duquel elle puisse vivre, aimer, travailler, choisir, créer, sans se renier. Donc déjà, en fait, on va les déconstruire avant d'aller sur ces croyances-là. En fait, le principe que son intensité, c'est pas le problème. Donc moi, je pars du principe que ce qui fait souffrance, c'est la rupture du lien à soi, l'absence de sécurité, la confusion un petit peu entre qui je suis, ce dont je me suis adaptée, contentée en fait quelque part, et puis ma blessure. Donc c'est à la fois un mélange, alors dans les outils, hein, entre le questionnement, on va aller aussi travailler par visualisation, par ressenti, etc. Donc c'est une approche qui est à la fois structurée et profonde, hein, parce qu'elle ne nie pas le besoin de compréhension ni le besoin de cadre, mais ça va vraiment revenir sur des choses qui sont beaucoup plus proches de sa nature. Et quand je dis ça, c'est ce côté intuitif, ce côté sensoriel, où on va utiliser notamment par exemple les états de conscience modifiés justement, où on va avoir des informations où la personne va pouvoir se reconnecter en fait à elle-même sur un autre plan. Si elle reste effectivement sur le plan des peurs, elle va être effectivement dans ses croyances limitantes. Si on va toucher d'autres aspects d'elle-même, elle va dire ah tiens en fait finalement je ne suis pas que ça. Il y a autre chose en fait. Et ça, je vais l'y amener petit à petit. Et c'est un cheminement parce que on va d'abord amener la sécurité intérieure. Sans sécurité intérieure, on va pas pouvoir ensuite aller contacter des parties de soi qui ont été peut-être oubliées, dont on s'est détaché depuis un certain temps. Donc il y a déjà effectivement cette partie, ok, on retrouve sa propre sécurité, et sa propre sécurité, là aussi, ça passe par le corps. Ça passe pas par, on aura beau se dire, mais non, là, il n'y a pas de danger visible, le ciel va pas me tomber sur la tête, mais en fait, c'est pas pour ça qu'on se sent en sécurité. Donc il y a déjà à se réapproprier des choses par le corps, ensuite à faire le tri entre ce qui nous appartient, ce qui nous appartient pas, et ensuite permettre à la personne, avec d'autres outils, d'aller justement percevoir qu'elle peut faire des choix autrement que par uniquement la peur et le mental et le besoin de contrôle. Au fur et à mesure des accompagnements, est-ce que tu arriverais à pouvoir résumer ta méthode en trois étapes qui peuvent être clés pour pouvoir savoir exactement quelles étapes des personnes peuvent rencontrer justement? Oui, bah c'est une très bonne question. Souvent, voilà, quand on a des années d'expérience et puis des outils divers et variés, arriver à résumer aussi, à clarifier. Moi, je dirais, alors pour les trois étapes, il y a vraiment poser un autre regard sur ce qu'on vit. Donc, comme je disais, hein, l'histoire qu'on se raconte, c'est en fait mettre de la lumière, c'est différencier, c'est nommer, discerner, faire un pas de côté, voir sous un autre angle. Après, il y a réintégrer des parts. Souvent, je parlais de trauma, mais on peut avoir vécu des phénomènes de dissociation, donc justement où parce que c'était trop intense, je me suis coupée de moi-même. Et le chemin, c'est d'aller récupérer en fait des parts de soi qu'on a souvent rejetées, dévalorisées, apprendre à ressentir sans se noyer, rétablir cette sécurité intérieure dont je parlais, mettre du sens. Donc ça, c'est la deuxième étape. Voilà, deuxième mot-clé, c'est réintégrer. Et le troisième, ce serait incarner. C'est-à-dire, quand je disais avant, aller vers je me projette, je vis autrement, d'une autre façon. Je pose des limites, je fais des choix, je prends ma place, je crée, je décide, j'habite ma vie. Donc je dirais voilà les trois mots-clés qui correspondraient un peu schématiquement aux trois étapes de la méthodologie que je propose, ils sont là. Et est-ce que tu as pu analyser et distinguer
Par exemple, un fonctionnement qui peut être neuroatypique, d'un conditionnement social ou d'un traumatisme. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent s'identifier à du neuroatypisme, alors que, in fine, c'est une réponse justement à un traumatisme. Oui. Alors, effectivement, on peut en parler. Pour moi, la neuroatypie, c'est un fonctionnement de base. Donc, il y a une intensité cognitive, émotionnelle, sensorielle, une rapidité de pensée, une profondeur de perception. Donc aujourd'hui, dans la définition, on parle aussi d'ailleurs de neurodivergence. Hein, en fait, c'est une variation naturelle du fonctionnement du cerveau, donc qui est considérée différente de typique, hein, par rapport à une norme, par rapport à une population donnée. C'est pas en fait défini, hein, comme un trouble ou une pathologie, hein, mais il n'y a pas que ça. Il peut y avoir ça, mais c'est en fait une autre manière de percevoir finalement, de traiter, d'interagir avec le monde. Euh, donc, comme je disais, hein, il y a vraiment des indicateurs clés qui permettent de voir si on est concerné dans le traitement de l'information, des émotions. Il y a aussi des indicateurs dans l'attention, dans la communication, de l'apprentissage aussi vraiment. Hein. Donc il y a tout ce courant aujourd'hui de la neurodiversité, dont on apprend beaucoup de choses encore en termes de recherche, hein, scientifique. Mais dans la neuroatypie, dans les profils qu'on rencontre, donc il va y avoir tout ce qui est au potentiel intellectuel. Donc c'est débattu, hein, aussi, là encore une fois, même suivant les approches. Hein. Et après, il va y avoir tout ce qui est effectivement trouble. Le trouble du spectre autistique, le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, donc le TDA, TDAH. Tout ce qui va être dyslexie, dyspraxie, dyscalculie, etc. Il y a des visions élargies, des fois aujourd'hui, je vois qui englobent maintenant là-dedans le trouble anxieux, le trouble bipolaire, ça dépend vraiment. Mais encore une fois, j'insiste, hein, la neuroatypie, c'est pas forcément un trouble. C'est souvent un défi dans l'interaction avec l'environnement. Voilà, c'est pas un cerveau qui est inadapté, hein, c'est souvent l'environnement qui est pas toujours conçu pour sa façon de voir. Voilà, ça c'est la C'est première vrai. des choses. Donc par rapport à ça, effectivement, il y a des tests aujourd'hui neuropsychologues qui peuvent faire le diagnostic du HPI, du TSA, du TDA, etc., suivant justement leur spécialité. Mais effectivement, tu as tout à fait raison, il y a une part de conditionnement social. Hein. Comme je disais, pas déranger, performer, l'air, se taire, se contenir. En fait, il y a tout ce qui va être réponse traumatique, qui peut avoir figé des réponses. L'hypervigilance, la dissociation. Des fois, la peur du conflit peut être liée effectivement à des traumas. Le besoin de contrôle, l'incapacité à se sentir en sécurité en fait dans le lien. Et aujourd'hui, effectivement, ça se superpose. C'est-à-dire, il y a pour moi un mélange. Par exemple, pour revenir à ma spécialité sur l'hypersensibilité, comment je la vois aujourd'hui? Eh bien, je pense qu'il y a un mélange entre l'acquis et de l'inné et de l'acquis. C'est-à-dire, en fait, je pense qu'il y a des données de naissance. On sait aujourd'hui, il y a des études, des chercheurs américains qui ont montré que effectivement, il peut y avoir des transmissions génétiques. Des fois, ça saute une génération, mais ils sont en train, voilà, de regarder s'il n'y a pas des gènes justement impliqués dans cette particularité-là. Donc voilà, il peut y avoir des données de naissance, mais tout ce qui va être histoire de vie, justement, les événements, les blessures, les traumas, etc., vont potentialiser finalement ce bagage et ces données de naissance. Donc en fait, il y a un mélange souvent des deux. Et c'est pour ça qu'il y a des écoles qui vont dire non, non, mais c'est vraiment lié au fonctionnement uniquement de naissance. D'autres, c'est que l'histoire de vie. Moi, je pense qu'il y a vraiment en fait un mélange des deux. C'est vrai. Et j'ai pu remarquer aussi que de plus en plus, le neuroatypisme est découvert plutôt à l'âge adulte. Je sais que pour ma part, j'ai 24 ans et c'est à cet âge-là que j'ai vraiment découvert ce fonctionnement-là. Et j'aimerais savoir pourquoi finalement c'est à l'âge adulte alors qu'en soi, on l'a depuis l'enfance. Et pourquoi c'est simplement maintenant qu'on va poser un mot ou on va vraiment essayer de comprendre le fonctionnement. Parce que souvent, dans ces adultes-là, ils ont été très performants dans l'adaptation. C'est-à-dire que le fonctionnement de fond, il a été recouvert par des années de stratégie, d'adaptation. Et à un moment, si tu auras envie, tu pourras partager comment tu l'as découvert. Dans ce que j'observe, en fait, souvent, c'est des moments des fois de crise. Ça peut être des burn-out, ça peut être une crise de sens, ça peut être une maternité aussi. En fait, j'ai beaucoup de parents
qui découvrent leurs caractéristiques, leurs singularités justement au travers de leurs enfants. Ils disent en fait tiens mais c'est vrai que j'avais ça aussi. Et comme aujourd'hui c'est beaucoup plus documenté, on en parle beaucoup plus aussi quelque part, les gens sont plus au courant que ah oui on peut faire des tests en fait. Et il y a quelques années, et ça veut pas dire que ça n'existait pas, hein, c'est juste que dans la communication, dans les outils, etc., c'était beaucoup moins documenté. Donc voilà, souvent c'est découvert quand il y a des changements professionnels, ça peut être aussi dans les autres exemples des cas de rupture par exemple sentimentale, un épuisement profond. Et c'est là en fait où tout ce qu'on a cru être soi jusqu'à présent s'effondre, ça craque. Et là, du coup, ces adultes, ben, ils commencent à voir ce qui est plutôt structurel, ce qui est acquis et ce qui est blessé. Parce qu'avant, finalement, tenir, c'était plus important que se connaître. Et elles ont souvent été valorisées, ces personnes, pour leur adaptation. Et on a confondu cette notion de performance et d'alignement. Et donc, il y a une identité, je vais dire, fonctionnelle. Tu vois, on continue de faire, on continue de gérer sa vie, comme on dit, etc. On continue d'être efficace, des fois brillant, mais c'est pas vraiment habité. Et quand cette identité ne suffit plus, la question du vrai fonctionnement, elle peut émerger. C'est là, en fait, où on va commencer à se questionner. Je sais pas si ça fait écho pour toi dans ton propre parcours à toi. Ça fait complètement écho parce que je me suis rendu compte que avant de faire du coup le taste Waze chez un psychiatre, je vivais ma vie un peu en automatique, un peu comme un robot autonome, où justement je voulais tellement ressembler aux personnes qui sont neurotypiques, ou j'ai simplement l'impression que leur vie était meilleure parce que ils avaient pas toutes ces émotions, toute cette compréhension, Oui. toute cette analyse. Et j'avais l'impression qu'ils étaient beaucoup plus en paix. Du coup, je voulais vraiment leur ressembler. Et j'étais tombée sur un podcast, du coup, qui expliquait ce qu'était le HPI et l'hypersensibilité. Et je me suis beaucoup reconnue. Du coup, je me suis dit que j'allais passer le test. Mm. Et ça a confirmé qui je pensais être, Mm. parce que justement, ça m'a permis aussi de comprendre tout mon fonctionnement, comment j'étais, et c'est ça qui m'a permis justement de pouvoir me en faire une force et pouvoir en faire quelque chose qui puisse me différencier et être beaucoup plus, comment dire, valorisant, même dans le milieu du travail. Ça me permet de sortir finalement de la norme, d'apporter un peu de soleil, d'apporter un peu de toutes ces choses qui peuvent me composer, Oui. et c'est ce qui fait que on peut marquer les esprits aussi plus facilement. Donc il y a bien eu ce questionnement, un moment voilà de sentiment de décalage et au début oui on se pose même pas la question, on fonctionne, on fait avec et on n'a pas les ressources non plus comme enfant cognitifs pour se questionner plus que ça. Voilà, on a nos parents comme repères, nos éducateurs et le reste du monde qui semble fonctionner et on se dit bah non en fait c'est nous le problème. Donc ce questionnement des fois il arrive plus tard, mais après effectivement il y a des âges un peu bascules, voilà le passage à l'âge adulte, enfin ado. Voilà, 18-25. Après, ça peut être c'est souvent les grandes dizaines, hein. C'est pas du tout cliché, en fait, mais c'est vraiment ce que j'observe. Il y a vraiment des carrefours de vie, des fois, des personnes qui se réveillent à 40, 50 ans aussi, ça peut aussi, voire plus tard. En fait, il y a pas d'âge, hein. C'est plus ou moins tôt Complètement. dans la vie, mais voilà. Complètement. Aussi, je pense que c'est dû au fait que, comme on est tout le temps entouré, inconsciemment aussi, on va vouloir ressembler à la personne d'à côté, ou on va idéaliser des personnes et on va vouloir se dire, j'aimerais bien être comme cette personne. Et j'avais déjà rencontré des personnes qui s'étaient rendu compte qu'ils étaient neuroatypiques vraiment à l'âge de 50 ans. Et c'est possible, parce que justement, ça dépend de l'environnement, ça va dépendre aussi de comment, si on est informé, parce que il faut trouver aussi l'information. Aujourd'hui, c'est plus développé qu'avant, mais il faut quand même aller chercher l'information, et la bonne information, Oui. et pas les informations bateaux qu'on peut trouver et qui sont là pour vraiment englober tout le monde,
et pouvoir faire du chiffre. Ouais, complètement. C'est ça, c'est aujourd'hui, bah, c'est le paradoxe, hein. Avant, il y avait peut-être pas assez d'infos. Aujourd'hui, il y en a beaucoup et c'est aussi développer son avis critique, voir ce qui résonne. Et comme je disais, si, ouais, pouvoir trouver des grandes lignes, des caractéristiques, après, c'est bien de creuser par rapport à ses singularités propres. Le but, c'est pas de s'enfermer dans une case, d'une étiquette, de dire je suis comme ça. Ah oui, tiens, ça résonne. Non, ça résonne moins. Et avoir vraiment ce côté aussi critique par rapport à ce qu'on peut effectivement entendre, voir et lire. Donc c'est toute une quête et une recherche. Et je suis un peu curieuse, mais est-ce que tu aurais une histoire peut-être d'un client qui pourrait incarner cette transformation, les étapes qu'il a pu traverser et où il en est aujourd'hui? Ouais. Alors j'ai quelqu'un en tête. C'est une femme d'une quarantaine d'années. Donc elle était situation professionnelle, donc cadre dans une grande structure, extrêmement compétente, respectée, très investie dans son travail. Et de l'extérieur, effectivement, hein, on pouvait penser, ben, elle a tout pour elle. Elle avait même plutôt, on va dire, enfin, elle ressentait de la jalousie de son environnement, son entourage. Elle avait des responsabilités, donc il y avait une belle évolution en fait professionnelle. Elle était plutôt stable, voilà, elle était en CDI depuis un certain temps. En fait, intérieurement, et c'est là en fait vraiment, hein, il y a ce décalage. Elle était en train de s'effondrer. Comment ça se manifestait? Au début, il y a eu des insomnies. Donc, il y a eu des phases de rumination, mais intenses, enfin, intenses, où en fait, elle passait toutes ses soirées vraiment mentalement à refaire la journée, analyser ses interactions, etc. Comme elle était manager, ben justement à se dire mais tiens j'ai peut-être été trop directive, trop distante, ou au contraire trop sensible, exigeante. Enfin elle savait plus du tout en fait comment se positionner. Et il y avait une fatigue en fait vraiment énorme émotionnelle. Donc elle me disait hein, vraiment textuellement, j'ai l'impression de vivre en apnée. Mais il y avait quand même quelque chose en elle, hein, donc depuis longtemps, c'était un désir de créer quelque chose à elle, quelque chose qui soit plus aligné. Mais déjà, alors ce rêve, elle s'en était éloignée. Donc déjà, voilà, ça l'avait traversé un moment, mais elle avait été emportée. Bah, des fois, hein, il y a un rythme de carrière, d'avancement, et puis même dans sa famille, ses proches, et son conjoint, ses enfants, il la voyait. En fait, elle jouait ce rôle de femme forte, effectivement, qui évoluait, progressait. Donc elle se disait, mais en fait, enfin. Comment je serais légitime de quitter ça ou de changer ça en fait quelque part parce que pour les autres, j'incarne la présence, j'incarne la stabilité, j'incarne la force. Quand elle est venue me voir, ce qu'elle m'a dit, en fait, je me rappelle hein, de ces mots, c'était en fait, je me sens plus à ma place. Mais je suis incapable en fait de faire un choix. Et au début, elle pensait que son problème c'était un manque de clarté, mais en fait sa clarté, elle était déjà là parce qu'elle avait déjà eu cet élan. Donc il y avait quand même quelque chose qui l'appelait au fond d'elle. Elle partait pas de rien. En travaillant justement, comme je disais avec elle, dans son histoire de vie, les déclencheurs, l'origine un petit peu de ces schémas, il y avait une peur ancienne de rejet et de déception. Et dans toute sa vie, il y avait vraiment cette équation qui était plutôt inconsciente. Donc ça fait partie justement de ce qu'on a pu faire dans l'étape 1, hein, de clarifier justement, de faire devenir conscient des choses sur lesquelles on fonctionne et qu'on croit vraies, mais qui sont que des choses qu'on porte. En fait, je dois être irréprochable pour être aimée, je dois être performante en fait pour mériter ma place. Donc, fallait être plus dans le faire que dans l'être. Tant qu'elle obéissait à cette logique, bah, elle restait complètement enfermée. Alors il y avait aussi euh, dans les origines, hein, c'était au-delà d'elle, hein, c'est-à-dire que c'était un schéma familial. Il y avait vraiment une loyauté en fait familiale aussi au travail, à la rigueur, à la performance, etc. Des gens, une lignée hein, qui s'était plutôt faite par le travailler dur pour gagner sa vie, etc. Donc il y a plein de qualités à ça. Hein. Le but c'est pas de tout rejeter de ça. Hein. Ça lui avait appris plein de choses. Il y avait vraiment cette résilience, cette rigueur, enfin une méthodologie qu'elle avait réussi à mener pour arriver à ce poste-là. Mais en fait, à un moment, bah pareil, c'était trop. Ce qui lui avait permis de progresser, à un moment, il y a un déséquilibre. Et le déclic, c'est arrivé lorsqu'elle a compris non seulement mentalement, mais dans son corps, par des exercices voilà de ressenti, que chacune de ces décisions en fait était plutôt basée sur l'évitement du rejet, plutôt que justement sur la fidélité à elle-même. Et à partir de là, il y a quelque chose qui s'est desserré.
déjà de prendre conscience de ce schéma, elle a commencé par poser des petites limites. Des fois, elle a osé dire non à ses équipes, aux demandes qui lui étaient faites, là où elle disait toujours oui. Donc ça a été vraiment petit pas par petit pas. Elle a essayé des fois de ne plus surexpliquer certains choix, parce qu'elle était plus solide à l'intérieur, donc il y avait moins besoin de rentrer dans tous ces scénarios, cette complexité qui des fois noyait complètement les interlocuteurs. Donc elle a redéfini en fait ses contours. Elle a réorganisé d'abord sa vie professionnelle dans son poste, là où elle était. Et donc, elle s'est sentie mieux petit à petit. Donc, son poste, elle l'a quitté aujourd'hui. Là, elle est dans une trajectoire de reconversion, mais ça s'est fait vraiment par étapes. Ça s'est pas fait par une fuite. Là, je quitte tout et je pars dans le vide, dans l'inconnu. Non, ça a été vraiment construit. Trouver aussi une activité justement qui lui ressemble. Donc, elle avait des élans, mais c'était pas forcément matérialisé. Et puis surtout aujourd'hui, bah, elle regarde plus sa vie de la même manière. Là, je l'ai eu récemment et elle m'a dit, moi ça m'a vraiment touchée. Elle m'a dit en fait, je suis pas devenue quelqu'un d'autre, mais j'ai juste arrêté de me quitter. Voilà, je trouve que ça résume bien son parcours et cette transformation. Et est-ce que tu sais quel a été son déclic? Comment elle s'est dit, ben là, il faut que je trouve quelqu'un pour pouvoir m'accompagner et comment elle a réussi à venir vers toi? Ça n'a pas été donc une prise de conscience intellectuelle brillante de plus, hein. Ça a été un moment de vérité. Le moment où elle a vu que ce qu'elle appelait prudence, réflexion ou maturité, des fois, je rappelle, je me disais ça. Bah en fait, c'était en réalité une manière qu'elle avait assez sophistiquée hein, de ne jamais se choisir franchement. Donc ça a été vraiment ça, la bascule. Et est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce que ça a été dur? Est-ce qu'il y a quelque chose qui aurait pu faire échouer justement l'accompagnement où elle se serait dit non, c'est bon, je veux plus ou Chez elle, dans son cas, je pense que le piège, ça aurait été de rester dans une belle compréhension, quoi, sans passage à l'acte. Si elle avait continué, par exemple, à chercher encore plus de certitude avant d'agir, bah, elle serait restée dans cette prison de quand je serai prête, quoi, voilà. Ou quand mes enfants seront grands, ou voilà, plein de raisons qu'on se donne. Et en fait, ce qui fait la différence, c'est qu'elle a accepté de faire des petits gestes. Comme je dis au début, c'est des petits ajustements qui, bout à bout, vont commencer à changer la trajectoire. En fait, voilà, elle s'est choisie petit à petit. Avant d'avoir l'impression d'être complètement prête, hein. Parce que ça aussi, ça peut être une erreur des gens qui, par exemple, dans un parcours de reconversion, ils vont dire non, mais en fait, il faut que je fasse telle formation et encore celle-là, mais quand j'ai fini celle-là, ah, mais non, mais en fait, là, il faut que je vois ça aussi. Et du coup, ils enchaînent, ils enchaînent. Donc en fait, ils reportent ce passage à l'action, même ils ont un projet, ils ont voilà une vision de ce qu'ils veulent faire. Mais ça aussi, ça aurait pu être effectivement un des pièges, quoi. et justement, est-ce que pour pouvoir déconstruire toutes ces idées qu'on a en tête pour pouvoir bah, se rassurer, est-ce qu'il y aurait un rituel ou quelque chose, une pratique ou quelque chose qui pourrait nous aider justement à arrêter de se donner des excuses et vraiment trouver la vraie raison en soi qui fait qu'on a besoin de trouver ces excuses-là? Bah, je pense qu'en fait, il peut y avoir des choses qu'on se fait avec soi-même. Donc, par exemple, chez des personnes, souvent ça marche bien chez les hypersensibles. En fait, c'est le journaling, hein. C'est le fait effectivement d'écrire. Je sais pas si toi tu as un carnet ou quelque chose qui, voilà, te permet des fois de, comme un carnet de bord, de débriefer, de se dire tiens, qu'est-ce que j'ai pris conscience aujourd'hui, voilà. Le retour à soi. Là, je suis vraiment, hein, quand tu me dis des pratiques simples, hein, j'essaie vraiment des choses qu'on peut des portes d'entrée hein, qu'on peut mettre en place dans son quotidien. Le retour à soi, il y a plein de choses. Il y a des techniques de respiration. Il y a juste s'octroyer aussi des micro-pauses aussi pour se recentrer. Et après, il y a des choses un peu plus élaborées, hein, comme des techniques d'ancrage, effectivement, sensorielles. Mais déjà, rien que sans rentrer effectivement dans un accompagnement, c'est la règle d'une limite posée, par exemple, par jour. Quelques minutes de plaisir assumé. Mhm. Et là aussi, ce qui marche bien, donc on peut le faire tout seul. Après, être accompagné, forcément, on intensifie le processus, mais c'est la visualisation. Mhm. La visualisation fait d'un espace sûr
Ça aussi, ça peut énormément aider. Et pour compléter ce que je disais avant sur le rituel là du petit plaisir partagé par jour, eh bien c'est quelque chose qu'on entend beaucoup, mais pour moi ça a été très puissant. C'est vraiment la gratitude, quoi. C'est vraiment des fois on a envie déjà d'avoir, je sais pas, fait toute la formation, s'être reconverti, etc. Et juste se dire en fait je suis contente de ce que j'ai aujourd'hui. Même si c'est pas parfait, même si je vois les limites, même si je sais qu'au fond de moi il y a un élan, mais ça prépare aussi en fait la transition. En fait tout ça, alors c'est pas des réponses à tout, hein, c'est des gestes qui rééduquent vraiment le système nerveux et puis qui rappellent à la personne qu'elle peut juste revenir en fait à elle. J'ai juste un titre d'anecdote là dernièrement, je posais la question à une cliente, mais comment vous ressentez votre sécurité intérieure? Ben, même cette notion-là était pour elle inaccessible en fait. Sécurité intérieure. En fait, des fois, on est tellement dans le faire, dans nos occupations, dans notre boulot, dans notre job, que on perd en fait cette rencontre avec notre intériorité. Donc c'est pour ça que ces petites techniques là que je citais, bah, ça permet d'avoir des moments où on se reconnecte et on se replonge dans cette intériorité là. Et selon toi, comment, bah, par exemple, pour les personnes hypersensibles, comment on peut gérer la surcharge sensorielle? Par exemple, parfois, sans même s'en rendre compte, parfois, on va être épuisé mentalement par la journée ou par le travail, ou simplement parce que je sais que moi, personnellement, quand il y a des lumières un peu orangées, ça a tendance à m'épuiser. Comment faire pour pouvoir gérer cette surcharge et s'en rendre compte surtout que c'est une surcharge et que c'est pas juste un mal-être ou quelque chose. Ouais, bah tu as donné les éléments de réponse. Déjà, c'est s'en rendre compte. Donc c'est pour ça que j'insistais sur cette conscience de soi, ce retour à soi. Les indicateurs en fait sont dans notre corps. Donc on a des signaux souvent corporels avant que on les analyse, les interprète, etc. Mais le problème c'est que des fois on s'en coupe. Donc on va attendre presque c'est trop tard quand on est surchargé. Donc il y a effectivement des outils que je fais avec les gens que j'accompagne, on va justement réapprendre à percevoir ces signaux. Des fois, on s'en est déconnecté parce que c'était trop. Donc, c'est ce que je disais, c'est vraiment, je me réassure dans ce que je ressens, j'arrive à avoir ces informations parce que c'est une émotion, c'est d'abord une sensation, effectivement. Donc, ça passe par ces capteurs sensoriels. Et après, c'est l'intelligence émotionnelle, c'est qu'est-ce que j'en fais? C'est comment je traite cette information-là. Donc, premièrement, on peut pas la réguler si on n'en est pas conscient. Après, il y a aussi simplement quand on connaît mieux ses limites, mais c'est déjà un premier travail, hein, c'est aussi des fois traverser des peurs, des émotions. Ben, si je dis non, là, si je vais pas à cette sortie, pourtant je sais que peut-être ça va être bruyant, ça va être dans un cadre qui me correspond pas, et ben peut-être que je vais perdre le lien avec ces personnes, peut-être que je vais perdre l'amour. Ou si je me montre tel que je suis, c'est-à-dire si je me dis bon, je limite peut-être ce temps-là, je me donne 1 heure, je sais qu'au bout d'1 heure, donc il faut déjà savoir hein, soi-même que c'est peut-être ce temps-là à partir duquel on sature. Bah en fait, je vais peut-être du coup, je vais réactiver une blessure de rejet chez moi et chez les autres, donc je vais déranger, je vais me sentir incomprise, je vais être rejetée. Donc en fait, il faut toujours voir c'est quoi les schémas qui s'activent par rapport à ses propres limites. Voilà. En fait, souvent imposer des limites pour beaucoup de personnes atypiques sensibles, c'est pas juste dire non à une demande, c'est souvent dire oui à soi. Et des fois, c'est pour la première fois, sans garantie que le lien restera identique. Et ça, souvent, ça fait peur. Donc c'est aussi se poser, tiens, voilà. Après, sur des aspects purement sensoriels, là, pour moi, c'est bah, comme quand on va chez le kiné, il y a une sorte de rééducation qui est faite. Donc ça se travaille aussi, vraiment. J'ai une cliente qui était, elle, c'était par rapport au bruit, et notamment quand elle allait chercher son enfant à l'école et qu'il y avait la cour de récréation avec tous les enfants qui criaient. Pour elle, c'était vraiment ingérable. Avec ben, les outils que je lui ai donnés, là, aujourd'hui, elle est complètement sécure, sereine. Donc, même sensoriellement, en fait, on peut se rééduquer. C'est comme si on a un poste de radio et en fait, bah, apprendre aussi que le bouton qui permet de diminuer l'intensité de ce qu'on reçoit peut aussi, ça s'apprend en fait. Mais
comme dit, c'est multifactoriel, hein. Dans ma réponse, je pense que ça s'est perçu. C'est pas que l'aspect corps, physiologie. Il y a aussi derrière l'aspect émotionnel et l'aspect cognitif, en fait, qui sont. C'est vrai, complètement. Bah, à titre anecdotique, je sais que personnellement, ce qui a été le plus dur pour moi a été bah, vraiment poser ses limites et je l'ai posé, ne pas me sentir coupable par la suite Ouais, et vraiment m'y tenir et vraiment m'écouter, me dire bah au pire si je ne plais pas à ces mm, personnes-là, c'est pas grave. mm, tout à Et fait. je pense que c'est cette peur viscérale de ne pas plaire, de ne pas Ouais, d'être dans le conflit oui, qui fait que justement on va rester avec des liens qui ne nous correspondent pas forcément qui sont mauvais, mais qui mm, sont juste mm, pas à la même vibration que nous et mm, pas à la même hauteur mm. et c'est ok, c'est accepter que c'est pas parce qu'il y a des personnes qui vont partir que forcément ça veut dire que ces personnes bah vont nous détester ou autre. Et je pense que c'est réconcilier aussi, c'est aussi se réconcilier avec ça Mm. qui vient justement peut-être de l'enfance ou de moments où justement ça a été un traumatisme. Et c'est ça, je pense, le plus dur, c'est de replonger dans tout ce qui a été et de le reconstruire et de remettre une autre analyse dessus. Et c'est peut-être pour ça que les personnes vont bloquer et vont vouloir se donner des excuses parce qu'il y a aussi, je pense, cette peur de d'aller en profondeur et de d'affronter ce qui n'a pas été affronté par le passé. Tout à fait, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'être prêt, de se rencontrer. C'est pas un parcours de bisounours, il y a des zones de turbulence, effectivement, mais l'idée c'est de les traverser, ces turbulences, ce n'est pas d'y rester, hein. Contrairement à d'autres approches, effectivement, on va mouliner longtemps, longtemps, longtemps dans son histoire. Sans avoir forcément de clé, ni de levier d'action, ni d'outils, de qu'est-ce que j'en fais en fait de tout ça. C'est là en fait où on peut de se décourager, voire couler effectivement ou se démoraliser encore plus. Mais non, parce qu'effectivement dans la lecture, c'est pas une approche. Je passe de là, j'ai vécu effectivement des choses et là, mais non, c'est rien, tout va bien, etc. C'est pas ça non plus. Il y a vraiment des étapes dedans. Le but, c'est d'aller vers l'objectivité. Et l'objectivité, c'est pas voir qu'un côté, c'est pas voir que le tout va mal ou tout va bien. C'est en fait voir les deux, accueillir ces parties qui ont souffert parce qu'il y a vraiment une réalité. C'est pas un déni en faire. C'est voilà les voir, les rassurer. C'est par là et avoir des outils qui permettent de les sécuriser là où ça tremble, là où ça fait peur, là où effectivement il y a peut-être des émotions lourdes aussi quelque part. Tout à fait. Donc moi je travaille pas en fait avec des personnes qui sont dans l'attente de la recette rapide. Quoi. Je cherche pas à optimiser quelqu'un pour qu'il retourne plus efficacement dans une vie, par exemple, qui le nie. Hein. Mais je peux aider en fait, quelqu'un qui ne veut pas uniquement rester dans la tête, dans cette consommation de la compréhension, sans aucune disposition à rencontrer ce que cela lui coûte réellement dans sa vie. Voilà. Donc c'est aussi pour faire le lien un petit peu de ça. C'est ce qui fait qu'un accompagnement fonctionne, hein, c'est-à-dire qu'il y a un engagement dans la vérité. Quand je dis ça, c'est le fait d'accepter qu'on vient pas simplement chercher un apaisement rapide ou une validation intellectuelle. Ah bah dites-moi si je suis hypersensible et puis bon après c'est bon. Mais on cherche vraiment une transformation réelle. Et ça peut être confrontant. Je tiens à le dire aussi. C'est en fait la transformation, elle se trouve quasiment toujours en dehors de la zone de confort et du connu de la personne. Voilà, ça demande du courage. Ouais, le courage de descendre dans ses ombres, mais pas pour y rester, mais pour ne plus les subir. Et ça change tout en fait dans l'approche. Donc, ça demande effectivement de la douceur, de la répétition, de la présence. Et ça suppose aussi que la personne elle soit prête à renoncer à certaines identités qui l'ont protégée. Et quand tu t'es du coup réorientée pour pouvoir être coach, quelle a été l'envie, quel impact tu veux avoir au-delà des clients ou autres? Qu'est-ce qui est
ta mission de vie finalement. Effectivement, bah, c'est ce qui me tient, c'est ce qui me fait aussi me lever le matin et avoir tellement d'énergie en fait dans ma mission parce que moi ce que j'aimerais c'est contribuer en fait à déplacer le regard globalement, c'est-à-dire que les personnes atypiques, sensibles, elles cessent en fait de se conformer, qu'on arrête de les sommer en fait de se normaliser. Donc j'aimerais aussi qu'on reconnaisse cette intelligence émotionnelle, cette sensibilité qui est pas une faiblesse en fait à corriger. C'est une forme d'intelligence qui est singulière, qui est pas plus que l'intelligence rationnelle, qui est juste une autre forme d'intelligence, mais qui sert à structurer. Et j'aimerais voilà contribuer à ce que ces formes de perception qu'on n'explique pas toujours complètement encore scientifiquement, où on met pas forcément d'équation toujours dessus, mais qui sont à honorer. Et j'aimerais aussi qu'il y ait davantage de cadres, de leaders professionnels, relationnels, éducatifs dans tous les domaines, qui soient capables aussi d'accueillir cette différence sans la pathologiser, sans la folkloriser en fait quelque part. Donc comme je disais, moi, la conviction très profonde que j'ai, c'est ces personnes sensibles, c'est des personnes extraordinaires qui souvent passent aujourd'hui à côté d'elles-mêmes, qui peuvent apporter beaucoup dans le monde par cette sensibilité-là. Et en fait, c'est vraiment, pour moi, ce que j'ai à cœur, c'est les aider à revenir à elles. Et ça transforme souvent bien plus que leur vie individuelle parce que quand une personne, elle retrouve sa souveraineté, elle change pas seulement son confort personnel, elle change sa manière de voir le monde, d'aimer, de travailler, d'éduquer, de créer, de contribuer. Donc, elle devient moins soumise par la peur, elle devient plus fidèle à sa vérité, plus féconde dans le monde, plus prête aussi à offrir cette richesse au monde. Et je veux vraiment contribuer à une culture où la profondeur, elle est plus ridiculisée, où la sensibilité n'est plus méprisée, où elle n'est pas forcément médicalisée ou banalisée, mais où elle peut être en fait comprise, accompagnée. Et je veux en fait que celles et ceux en fait qui se sentent vraiment à côté, seuls, isolés, ils puissent découvrir en fait qui sont pas à côté. Ils sont même pour moi en avance sur certains plans de perception, mais sans avoir reçu le mode d'emploi et la carte pour mieux vivre cela et puis vraiment pour pouvoir en fait le maîtriser quoi. Selon toi, quand on veut pouvoir faire un développement personnel ou essayer de mieux se comprendre, quelles seraient les questions à se poser à soi-même pour pouvoir commencer, pour pouvoir réellement commencer cette introspection? Eh bien, je pense qu'il y a voilà cette envie d'aller voir plus loin ou autre chose, en fait, d'aller accéder à des parties de soi qu'on connaît pas encore. Donc effectivement, il y a tout ce questionnement autour des peurs. Est-ce que je suis prête à ce que l'accompagnement peut-être m'emmène à des endroits que je peux pas forcément prévoir à l'avance ni contrôler à l'avance. Donc ça, c'est vraiment une capacité d'ouverture. Je sais pas où je vais, mais j'y vais parce qu'il y a quelque chose qui me pousse. J'ai cette envie, j'ai cet appel profond, je sens que c'est le moment là. J'ai plus envie de subir, de survivre. J'ai envie d'aller voir autre chose à mon rythme, avec justesse, hein, comme je disais, en prenant la personne là où elle en est, en fait, dans son questionnement, en fait, dans son cheminement. Repose-moi la question parce qu'il y a peut-être un autre endroit où je pourrais répondre. Par exemple, quand on veut réellement effectuer un développement personnel et en soi mieux se connaître, mais qu'on ne sait pas trop Ouais. par où commencer, Oui, oui. qu'on ne sait pas trop comment déclencher Mm, ce qui va suivre ou qu'on a trop de blocages, mm, mm. qu'est-ce qui pourrait nous aider? Quelles ressources pourraient Ouais. nous aider pour Ouais. pouvoir effectuer ce cheminement? Ok, ouais. Donc les questions à se poser au préalable, c'est vraiment est-ce que je cherche à mieux me comprendre ou vraiment à me rencontrer? Est-ce que je suis en train de chercher plus de contrôle ou plus de vérité? Euh, N'importe quel chemin on choisit. Les autres questions, les indicateurs aussi, c'est est-ce que ce chemin, il me rapproche de ma vie ou est-ce que il me maintient plutôt dans l'observation de moi-même, quoi. Est-ce que voilà, je l'incarne, est-ce que j'arrive à faire passer cet apport dans mon quotidien, dans ma vie ou pas?
Hein, donc, est-ce que voilà, je me transforme réellement ou est-ce que je suis simplement en train de suivre de mon discours, mes schémas, etc. Ça, c'est les questions. Au niveau des ressources, eh bien, alors peut-être qu'il y a plusieurs niveaux de réponse. Des ressources, pour moi, c'est pas forcément des contenus brillants intellectuels. On peut en trouver, mais pas que. Pour moi, c'est plutôt sur le chemin, au début, c'est s'offrir des moments, des espaces où on peut ralentir, où on peut ressentir, où on peut expérimenter. Donc, par exemple, je vais citer plusieurs types de ressources. Hein. Les podcasts, ça peut être utile, mais seulement si effectivement ils sont au service d'une transformation vécue. Donc c'est ça la petite nuance que je mettrais. Parce que la vraie ressource, en fait, c'est souvent moins une information qui est en plus, mais c'est plus un cadre en fait, juste où on peut cesser de se fuir. Donc je parlais. Premier niveau, si on veut être avec soi, c'est un cadre régulier, un rendez-vous avec soi-même. Donc je prenais l'exemple du temps d'écriture, un moment où tu t'arrêtes vraiment pour sentir ce qui se passe en toi, sans chercher à analyser tout de suite. C'est vraiment rester voilà là avec ce qui est, sans fuir en fait dans le mental. Ça peut être un cadre relationnel sécurisé. Donc un groupe, un espace collectif qui nous ressemble, où on sent qu'on est sur la même longueur d'onde, il y a le même intérêt. En fait, quand je dis ce cadre, c'est vraiment un endroit où on peut être soi, sans devoir se justifier, sans devoir se lisser, sans devoir être moi. Voilà. Et ça, des fois, ça peut être vraiment nouveau pour des personnes hein, qui n'ont jamais appris à vivre ça. Voilà. Après, effectivement, il y a les endroits comme les accompagnements. Où effectivement là il y a ce miroir en face de l'accompagnant, trouver un espace où on n'est pas seulement écouté, mais où on est aussi rejoint dans notre vécu, dans ce qui se vit vraiment. Aussi avoir quelqu'un qui est capable de voir au-delà de ce qu'on dit, qui se laisse pas embarquer dans ses propres limitations, ses propres croyances, donc qui peut aussi voilà confronter avec douceur, bienveillance, mais qui va confronter et qui va pouvoir t'emmener en fait plus loin. Que là où tu en es en fait seul, là où des fois tu vas tourner en boucle aussi quelque part. Mais au-delà de ça, hein, ça peut être des choses très simples, revenir au corps, respirer, marcher, le contact avec la nature, ça aide beaucoup aussi les hypersensibles. Voilà, ce qui fait en fait la différence, ce n'est pas l'outil, c'est l'intention avec laquelle on y va. Et encore une fois, est-ce qu'on utilise ce cadre, cet outil, cette lecture, ce podcast, etc., pour mieux se comprendre ou pour enfin se rencontrer? Parce que la transformation, elle commence vraiment à l'endroit où tu t'arrêtes de t'échapper en fait de toi-même. Je suis complètement d'accord et ce que je retiens vraiment de cet échange, c'est vraiment ça. Et en plus de ça, je sais que à titre personnel, avant d'avoir pu prendre cette décision de d'arrêter l'école qui a été dure, ça n'avait pas été une décision prise du jour au lendemain, mais ça a été un cheminement long. Et je pense que pour pouvoir prendre des décisions enfin quelque chose qui va vraiment changer toute la ligne de vie, c'est de se faire confiance, de savoir ce qu'on veut, ce qui résonne avec nous, et que ne pas avoir un parcours totalement linéaire, c'est ok, que c'est pas parce que tu n'as pas suivi le même chemin exact que les autres personnes que ton chemin n'est pas aussi légitime, qui n'est pas tout aussi bien. Par exemple, je sais que pour être juriste, généralement, il faut aller jusqu'à un master 2 en droit. Sauf que personnellement, je n'ai pas suivi ce parcours-là et je m'en sens pas honteuse ou dévalorisée ou ce genre de choses. Et je pense que c'est ce qu'il faut aussi retenir parce que beaucoup de personnes vont ne pas oser faire les choses parce ils auront peur soit de décevoir, soit de le vivre comme un échec, alors que pas du tout. C'est juste des réorientations de vie, même si à 60 ans, je décide que le droit, ça ne me plaît plus et que je me réoriente dans quelque chose qui n'a aucun rapport, tant que c'est en alignement avec ce que je suis et que ça me rend heureuse et que ça me rend l'envie de pouvoir aller travailler, alors c'est ok. Il faut se détacher, je pense, de la vision que les autres peuvent avoir de nous, que
que ça ne définit pas qui on est. Ton parcours est un exemple, donc tu inspires aussi d'autres personnes qui nous écoutent, nous écouteront, voilà, qui sont de ta génération ou plus, parce que tu parles effectivement pour toutes les générations et quels que soient les âges. Donc c'est vraiment ce que tu incarnes aussi, c'est le courage d'être soi. Et tu as déjà aussi cheminé, voilà, tu as aussi fait des choses sur toi qui t'ont amené à cette lucidité aussi aujourd'hui. Donc bravo pour ça. Hein. Et puis merci pour la qualité de tes questions aujourd'hui. Bah, merci à toi pour cette collaboration et c'était vraiment très enrichissant et ça m'a permis aussi de découvrir plus en profondeur du coup ton métier et à mieux me comprendre finalement aussi parce que les exemples que tu as donnés, je me suis reconnue dedans et je me suis vue quelques années avant où j'étais complètement perdue, sans vraiment comprendre pourquoi ni. Au début du chemin. Donc, c'est ça. Et il faut y aller, il faut foncer. Il faut pas avoir peur, il faut. Et dans tous les cas, chaque changement arrive avec l'inconfort et arrive avec ce qu'on ne connaît pas. Sinon, ça n'est pas un changement. Et au pire des cas, si on tombe, on se relève. C'est la vie et il faut la vivre. C'est de très beaux messages d'espoir. Je sais que tu écris aussi de beaux articles et des publications sur LinkedIn. Donc, si tu as envie de mettre tes liens aussi, je le mettrai quelque part autour de la vidéo pour en faire profiter les lecteurs et avec qui tu résonnes aussi. Merci beaucoup. Et merci pour cette collaboration vraiment. Et j'espère qu'il y en aura plein d'autres. Merci à toi, Yamina. Merci.